Voilà. Donc, chez VMware, depuis maintenant quelques années, ils commencent à proposer une solution pour pouvoir héberger les docks directement sur votre infrastructure de virtualisation. Donc, pour ça, ils ont plusieurs solutions. Donc, chez VMware, tout ce qui est container, on l'a nommé, enfin, ils l'ont nommé, on va dire, de façon assez commerciale en appelant ça des cloud native applications. Donc, dans tout ce qui regroupe les cloud native applications sont tout simplement tout ce qui est container. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'était un petit peu une approche où vous, responsable de la production et des infrastructures de virtualisation, vous devez demain héberger des containers, donc des Cloud Native App pour VMware, dans votre solution. Donc qu'est-ce que VMware vous propose en fonction des différentes problématiques qui vous arrivent. Donc VMware, on va voir on a plusieurs produits autour de VMware qui permettent de répondre aux problématiques VMware, aux problématiques d'hébergement de dock. J'essaie de pousser ça. Tac. Qu'on va voir au fur et à mesure. Donc le problème numéro 1, aujourd'hui, nos développeurs, ils veulent utiliser des containers. En tant qu'administrateur vSphere, aujourd'hui, vous avez des machines virtuelles. Par contre, aujourd'hui, la plupart du temps, ce que font les développeurs ou ce que demandent les développeurs, c'est dans votre environnement VMware, c'est de vous créer des nouvelles machines virtuelles Linux, comme on a vu tout à l'heure par Valentin sur donc son provider cloud qui lui crée des machines virtuelles sur lesquelles on a directement Docker d'installer. Ensuite, on s'y connecte et puis on peut créer nos différents éléments. Mais aujourd'hui, si on veut le faire dans vSphere, en fait, on a quelques petites problématiques. Donc aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, par exemple, les développeurs, c'est avoir des containers avec un espace de stockage de type persistant et redondant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le container qu'ils hébergeraient sur une machine virtuelle, si jamais cette machine virtuelle tombe en panne, les containers, il va falloir les redémarrer sur une autre machine virtuelle. Mais le problème, c'est que leur espace de stockage, il était dans la première machine virtuelle et il n'est pas dans la machine virtuelle du deuxième container sur lequel on veut démarrer. Donc, comme nos applications ne peuvent pas avoir accès à ce volume, qu'est-ce que peut proposer vSphere dans ce cas-là? Donc, comme toutes les applications des containers sont stateless, donc là, je vous ai mis un petit rappel de tout ce qui est Docker dit stateless, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux données. Et VMware nous propose un Docker Volume Driver pour vSphere qui va nous permettre donc de faire un passage. Donc, on a deux petits modules à installer qui va nous permettre donc dans nos VM qui sont en haut dans les carrés verts. Donc dans nos VM, on va avoir le Docker Volume Plugin qui va nous permettre de communiquer avec VMware ESXi, qui va être l'hébergeur de nos machines virtuelles, sur lequel on va installer un deuxième petit module, le vSphere Volume Driver, qui va nous permettre en fait de faire un accès directement à notre système de fichiers. Donc le système de fichiers qui est utilisable sur des VMware ESXi, sur des serveurs ESXi, c'est soit du système de fichiers VMFS, soit du vSAN ou du NFS. Donc en gros, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de créer un petit volume sur cet environnement, VMFS, vSAN et NFS, le faire apparaître au travers du vSphere Data Volume Driver et le faire apparaître directement dans notre Docker host. Donc il va pouvoir comme ça, pouvoir mapper un genre de disque dur, un espace disque dans notre partition VMFS qui va pouvoir être directement accessible sur nos serveurs ESX. Donc ça, c'est un produit qui est open source, dans lequel vous pouvez en bas avoir le lien pour pouvoir télécharger les différents modules qui vous permettent d'installer ça. Donc c'est disponible sur tous les environnements VMware à partir de vSphere 6.0 et 6.5. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, j'ai mis un petit slide un peu plus poussé. Donc la première chose à faire, c'est installer un fichier VIB. Donc un fichier VIB, on va dire, c'est un .exe pour vSphere. Donc on installe un petit fichier VIB sur chaque serveur ESXi qui va nous permettre de faire cette passerelle entre les deux. Ensuite, sur chaque machine virtuelle sur laquelle vous allez installer Docker, vous allez devoir installer un RPM supplémentaire. Une fois que vous avez installé ce driver supplémentaire dans chaque machine virtuelle, vous allez pouvoir taper la commande dans votre volume Docker, Docker volume create, -- driver de type VMDK. Donc VMDK, c'est l'espace, c'est l'extension des fichiers qui sont stockés sur ma VMFS, c'est-à-dire c'est la même extension de fichiers qui est stockée pour toutes mes machines virtuelles. Donc ça va nous permettre comme ça de créer le driver dans notre serveur, dans notre VM Docker, un type VMDK. Ensuite,
on va pouvoir créer des images à l'intérieur et lui dire qu'il accède à la donnée directement dedans. Donc en termes de ligne de commande, donc on crée un docker volume create -driver vmdk. Ensuite, on dit le nom auquel on veut faire appartenir notre volume. On lui donne une taille. Donc ça va être la taille de mon fichier vmdk qui va être visible dans mes dockers. Donc là, il nous met le myvol, donc qui va créer. Ensuite, docker volume ls, ça va nous permettre de voir l'ensemble des volumes qui sont disponibles sur ma machine virtuelle sur laquelle Docker est installé. Et donc docker run-it pour démarrer un Ubuntu et lui faire voir le myvolume. Donc là, je vais démarrer un container Ubuntu, je vais rentrer dans le bash et je vais lui demander est-ce que ce container puisse accéder au volume que je viens de créer qui s'appelle myvolume. Quand je suis à l'intérieur, donc là, de mon container, donc de mon Ubuntu, je vais pouvoir faire un ls. Voilà. Et donc, je vois apparaître au tout début le myvolume qui est directement le fichier vmdk qui est disponible. Donc du coup, avec cette méthode-là, eh ben, je peux faire apparaître un espace de stockage directement dans mon container à travers vSphere et mon système de fichiers. Donc ensuite, le fichier vmdk, ici, il peut se retrouver sur votre SAN, sur votre espace de fichiers, sur votre NAS en NFS, directement monté par ESX. Donc ça sera un fichier vmdk parmi tous les fichiers vmdk que vous avez pour toutes vos machines virtuelles. Voilà. Alors, je vais faire peut-être un... Dans la salle, qui est-ce qui utilise du vSphere? D'accord. Et donc en version de version 5, 5 et 5.0 et 5.5. OK. En version 6. D'accord. Donc ça sera que pour les gens qui sont en version 6 pour avoir cette fonctionnalité. Mais bon, c'est quand même intéressant de pouvoir monter avec cette fonctionnalité-là et de pouvoir avoir un accès directement à nos containers. Donc là, le myvol, ici, apparaît, etc. Alors si maintenant vous êtes avec un système de fichiers vSAN, alors le système de fichiers vSAN dans VMware, c'est un petit peu comme ce qu'a présenté Valentin juste avant, avec le cluster FS, qui nous permet de faire un système de fichiers clusterisé. C'est-à-dire que là, l'idée dans VMware, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un SAN qui soit visible depuis tous nos serveurs, ce qui est une infrastructure quand même assez onéreuse, avec vSAN, vous pouvez mettre dans chacun de vos serveurs VMware des disques durs et agréger l'ensemble de ces disques durs pour les voir comme une seule unité. Ensuite, on va créer des règles de sécurité qui vont nous dire que cette machine virtuelle ou ce fichier VMDK doit être stocké 2 fois, 3 fois ou 4 fois pour avoir de la redondance. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre système redondant et que si jamais un de nos serveurs ESX qui contenait le fichier VMDK venait à tomber en panne, eh bien ce fichier VMDK pourrait re-être disponible sur un autre serveur. Donc c'est ce qu'on appelle en VMware un système hyperconvergé. Donc qui permet d'avoir nos serveurs qui font à la fois le stockage, le CPU et la mémoire. Donc ça, vous pouvez l'utiliser largement pour tout ce qui est vos machines virtuelles. Et là, avec le Docker Driver, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour vos containers. Donc en fait, on fait une règle qui s'appelle, que j'ai mis à droite là, FTT égale 1, ça veut dire qu'on a une redondance fail to tolerate de 1. Donc ça va nous permettre d'avoir au minimum le fichier VMDK qui soit stocké 2 fois sur 2 serveurs ESX différents. Du coup, la seule différence qu'il y aura par rapport à tout à l'heure, par rapport au Docker Volume Create, donc là, ça sera un Docker Volume Create moins driver VMDK toujours, moins haut, et moins haut, on va pouvoir appeler la vSAN Policy. Donc la vSAN Policy, c'est ce que j'ai créé en bas à droite, c'est-à-dire le fault tolerance à 1. Et ensuite, une fois qu'on va démarrer notre image et notre volume, ça va fonctionner de la même façon. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que si jamais ce serveur ESX vient à tomber en panne, la machine virtuelle, enfin le système de fichiers, à travers le driver, va pouvoir accéder toujours au fichier VMDK en passant par les 2 autres serveurs de façon transparente. OK. Donc là, c'est comment on le crée sur le Docker VM. Sur le Docker volume quand on est dans un cas de vSAN, donc avec une fault tolerance de 0 actuellement, c'est-à-dire on n'a pas de tolérance aux pannes là. Et ensuite, comment ensuite on peut l'utiliser? Donc on reste à peu près au même mode que tout à l'heure. Donc là, je crée mon volume de 20 Go et donc je précise ma policy qui s'appelle name égale FTT égale 0, qui me permet de ne pas avoir de tolérance. Bon, normalement, il faudrait mettre une tolérance, mais voilà.
Et une fois qu'on redémarre notre conteneur qui contient Ubuntu en bash, on va pouvoir encore refaire un petit ls. Donc là, il fait un grep myVolume, et donc on voit notre volume de 20 gigaoctets qui est monté à travers vSAN, à travers le driver et à travers les serveurs ESX de façon transparente. OK ? Alors ensuite, je passe au problème numéro 2. J'ai 9 problèmes à vous exposer. Donc je passe au problème numéro 2. Donc maintenant, nos développeurs, ils sont contents. Ils peuvent avoir ces machines virtuelles. Ils ont le Docker Volume Driver qui leur permet d'accéder et de pouvoir monter le système de fichiers. Mais ce qui se pose comme problème maintenant, c'est que ils vont envoyer et tirer toutes leurs informations qu'ils vont déployer. Donc ce qu'ils développent, ils vont l'employer sur GitHub, qui est sur Internet la plupart du temps. Bon, alors c'est bien de passer par Internet, mais ça pose plusieurs problèmes. Petit 1, d'habitude, c'est souvent un peu plus lent que si c'était en interne. Donc ça peut être un peu long, comme on l'a vu, si on doit le déployer sur tout un tas de machines virtuelles Docker. Ensuite, ce n'est pas forcément toujours sécurisé si on passe par Internet, même si c'est crypté, etc. Ensuite, comment on peut protéger ces images et les rendre plus disponibles? C'est-à-dire que si demain, votre accès Internet il tombe en panne, comment vous allez pouvoir redémarrer vos docs, puisque vous ne pouvez pas aller tirer les informations pour démarrer vos docs là-dessus, sauf si c'est mis en cache, mais sinon, vous ne pourrez pas les tirer. Et surtout, le plus gros problème pour les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, vos développeurs, ils développent des choses et ils les mettent directement sur GitHub. GitHub qui est sur Internet. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vont aller déployer des choses et créer, et ils vont les mettre sur Internet, ce qui est accessible à tout le monde, même si on fait des systèmes de droit, etc. Ça reste une propriété intellectuelle que vous payez en interne par votre entreprise, mais qui sont envoyées sur Internet. Donc, qu'est-ce que VMware vous propose pour pouvoir répondre à ces problèmes? Eh bien, en fait, ils ont un nouveau projet qui s'appelle le Project Arbor, qui est tout simplement ce qu'ils appellent une registry d'entreprise, donc qui est quelque chose qui a été développé sous Docker, et donc qui va nous permettre de déployer, de stocker nos Docker images, qui va nous ajouter des fonctionnalités de management, d'audit, donc de suivi, qui va chercher les nouvelles, qui va pousser des nouvelles, du nouveau code, qui va en tirer. On a un système de rôle based et on a aussi une meilleure sécurisée parce que du coup, on peut synchroniser nos données entre plusieurs Project Arbor, donc c'est le nom du projet, qui nous permet donc d'avoir de la haute disponibilité. Ensuite aussi, l'autre chose qui nous intéresse, c'est que ça va améliorer nos transferts dans l'environnement, puisque cette registrerie, vous allez pouvoir la déposer en interne, à l'intérieur de votre réseau. Du coup, tous vos nouveaux systèmes Docker vont plus aller tirer directement les différentes informations sur Internet, mais vont pouvoir les tirer sur les arbors pour les projets en interne. La propriété intellectuelle elle reste dans l'entreprise, elle reste dans le firewall. D'habitude, nos RSSI sont plutôt fans de ce mode de fonctionnement. On a un contrôle du push-pull des images avec des droits. Donc, il y en a qui peuvent juste les tirer, il y en a qui peuvent les pousser. Donc, on a un système de droits. Tout le monde n'a pas accès au même système. On est hautement disponible puisqu'on peut avoir plusieurs projets Arbor. Et dans ces projets Arbor, en fait, les volumes qui contiennent nos données peuvent être synchronisés entre plusieurs serveurs Arbor. Et là encore, c'est un produit qui est libre, donc vous pouvez l'installer. C'est pas compatible avec vSphere, c'est compatible avec n'importe quel système, et vous pouvez déployer Arbor dans votre entreprise. C'est un système qui fonctionne, soit vous pouvez le télécharger au format machine virtuelle, mais c'est tout simplement un Docker qui lance Arbor, soit vous pouvez directement télécharger Arbor au format container et le déployer dans votre infrastructure. Donc comment ça se passe? D'habitude en traditionnel, ça se passe comme ça. Donc vous créez vos données, vous les mettez dans votre Docker Registry qui est GitHub par exemple, et donc vous les récupérez, c'est mis en cache sur chaque serveur qui va héberger des containers, et c'est réutilisé. Donc là on passe par Internet. L'idée avec le Project Arbor, c'est quasiment le même système, sauf qu'on va passer par Arbor, et Arbor va utiliser les Docker Volumes ou son propre système, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir du vSAN et du vSphere pour faire ça, vous pouvez tout utiliser en mode Docker standard. Donc je passe au problème numéro 3. Donc maintenant, on a le Docker Volume qui nous permet d'accéder à nos données. Les gens peuvent aller tirer et chercher des données sur Internet et créer leur projet avec Project Arbor, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils font dans les conteneurs. Donc ça, je leur donne une machine virtuelle,
ils ont la machine virtuelle, ils sont en Docker dessus, puis ils nous créent des nouveaux projets, etc., etc. Mais moi, je vois rien. Dans mon interface vSphere qui héberge mes machines virtuelles, je vois une machine qui s'appelle Docker 1. Est-ce qu'elle a des conteneurs à l'intérieur? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est en limite d'utilisation? Je peux le voir sur ma machine Linux, mais je ne sais pas si c'est un container ou 10 containers qui consomment tout. Donc, j'ai une manque de visibilité. Donc, quelles sont les ressources que consomment les conteneurs? Je ne sais pas. Quel stockage consomment les conteneurs? Je ne sais pas non plus. Ils vont consommer que l'espace de stockage à l'intérieur de leur VM ou par le Docker Driver. Avec quel réseau ils communiquent? Donc, ça communique en interne, mais quels sont les ports qu'ils ont ouverts, etc. On ne peut pas le voir. Donc, les ports réseau aussi. Donc, tout ça, encore une fois, nos RSSI sont plutôt fans de le savoir. Comment je gère mes containers en production une fois qu'ils sont mis en production? Comment demain je vais pouvoir les gérer? Comment je vais pouvoir les monitorer, les packages, etc., etc. Donc, qu'est-ce que propose VMware pour faire ça? Alors, VMware vous propose quelque chose qui est disponible depuis la version 6 et 6.5, qui s'appelle le vSphere Integrated Container, ou on l'appelle aussi VIC. Donc, VIC, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va nous permettre de déployer sur notre cluster VMware, là où on a toutes nos machines virtuelles, un Docker API Endpoint qu'on va pouvoir donner à nos développeurs. Ils vont pouvoir s'y connecter sur cette API et ils vont avoir l'impression d'être connectés directement à un Docker. Donc, comme s'ils étaient connectés sur leur machine et qu'ils tapaient des commandes Docker. Mais en fait, derrière, comment ça se passe? C'est que tous nos conteneurs, ils vont être ils vont être complètement réduits et on va voir apparaître chaque conteneur comme une machine virtuelle. D'accord? Donc, vous allez avoir apparaître dans votre interface de vSphere autant de machines virtuelles que vous avez de containers. Donc, ça va être bien rangé, mais on va voir comment ça va se passer. Du coup, c'est pratique parce que les gens qui font de l'application, eux, ils vont continuer à faire du Docker. Ça ne va pas changer leur vie. Ils vont avoir toutes les mêmes commandes que Docker, avec leur Docker client, etc. Par contre, les gens de l'IT, les administrateurs réseau, eux, ils vont voir apparaître tous les Dockers qui vont être créés par les développeurs et ils vont savoir ce que vous faites à l'intérieur de chaque machine virtuelle qui va héberger des docs. Donc, VIC, c'est intégré dans vSphere. Ça nous permet d'avoir une visibilité de nos ressources et de réseau. Comme on va voir chaque container comme une machine virtuelle, on va pouvoir savoir combien il utilise de CPU, de mémoire vive, d'espace de stockage, quel réseau il utilise, quand est-ce qu'elle est démarrée, quand est-ce qu'elle est éteinte. Bref, on va voir, nous, en tant qu'administrateur vSphere, l'état de vie de nos containers dans notre système. La sécurité et l'audit fait partie de la VM, donc on aura, pareil, un fichier log. Alors, VIC, qui est utilisé, il fait partie de vSphere 6.5, donc c'est une de nouvelles fonctionnalités qui apparaît avec vSphere 6.5, donc c'est natif. Vous avez juste à installer dedans. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que vous tous qui avez sans doute du vSphere en production, avec un contrat de support avec VMware, VMware vous maintient aussi par ce biais-là VIC. Donc ils vous font du support aussi. Si vous avez des soucis avec vos containers, ils vont vous offrir du support. Donc vous allez pouvoir avoir de l'aide, non pas que par la communauté, mais aussi de façon payante par le support. Donc vous pouvez télécharger VIC pour l'installer sur votre vSphere 6.5 à travers GitHub. Donc c'est le projet qui s'appelle VIC. Donc pour faire un petit récapitulatif de que va faire VIC. Sans VIC, voilà comment ça se passe. Donc au sein de mon réseau, j'ai mes machines virtuelles comme d'habitude qui font tourner du Windows, du Linux, etc. Et bien souvent, ce qui est fait, c'est qu'on crée une nouvelle machine virtuelle sur laquelle j'installe Linux, Ubuntu, etc. dans lequel j'installe l'application Docker et sur lequel je fais tourner mes containers. Donc vous voyez bien que vous, en tant qu'administrateur de vSphere de cette couche-là, vous voyez une VM Linux qui peut s'appeler Docker 1, Docker 2 ou autre. Mais par contre, les containers ici, vous ne savez pas du tout combien il y en a, vous ne savez pas du tout quelles ressources, si celui-là consomme plus que celui-ci, quand est-ce qu'ils sont démarrés, quand est-ce qu'ils sont éteints, etc. Les devs peuvent le savoir avec les commandes Docker, mais nous, en tant qu'administrateur vSphere, on ne le voit pas du tout. Donc l'intérêt de VIC, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va faire tourner les containers comme si c'était des VM. Donc là, j'ai le même environnement. Bon, là, j'avais 3 containers, là, j'en ai plus que 2. Mais si vous voulez, c'est la même chose. Donc je vois mon vSphere comme de base. Ici, je vois mes vSphere Integrated Containers. Je vois mes machines virtuelles traditionnelles. Et ensuite, je vais pouvoir voir tous mes containers qui sont à côté et qui sont mis dans des micro-VM. Donc pour les développeurs et les opérateurs, je vais avoir la même visualisation dans les deux cas, ce qui est intéressant. Ce qui est aussi super intéressant dans VIC, c'est que vous allez pouvoir déployer sur votre infrastructure plusieurs vSphere Integrated Containers, c'est-à-dire en gros plusieurs endroits sur lesquels vous allez proposer des API Docker pour vos développeurs.
Donc si par exemple j'ai un premier projet qui démarre, vous allez pouvoir lui déployer un premier vSphere Integrated Container, donc ce qu'ils appellent le Virtual Container Host A. Ce Virtual Container va être réparti sur 2 ou 8 ou 10 serveurs ESX, autant que vous voulez. Et donc vous allez déployer un Docker API ici, qui va être l'interface sur laquelle les développeurs vont se connecter et vont pouvoir taper des commandes Docker. Et ici, ça fait partie d'un resource pool. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu vSphere, un resource pool, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de répertoire sur lequel vous allez pouvoir mettre des limitations de puissance processeur et de puissance mémoire. Donc ça veut dire que là, pour ce projet, vous allez pouvoir donner à nos développeurs un espace de travail qui peut être supérieur en termes de ressources processeur et mémoire aux ressources physiques d'un seul de nos serveurs ESX, puisque vous voyez là, le cadre déborde sur les 2 serveurs ESX. Donc nous, ils vont pouvoir nous créer des containers, et ces containers vont être répartis sur tous nos serveurs ESX qui font partie de notre ferme. Si maintenant, donc ma team se connecte à mon Docker API, ils font leurs containers, ils les créent, tout va bien. J'ai une nouvelle team qui veut un nouvel Docker API avec un nouvel environnement. Imaginons un test et ensuite un dev et ensuite un prod. On peut créer comme ça plusieurs ressources pools qui peuvent être stockées sur différents endroits. Donc la deuxième team va pouvoir se connecter sur le deuxième Docker API et va pouvoir créer ses containers. Et on est sur la même infrastructure avec les mêmes serveurs qui font déjà tourner nos autres machines virtuelles, Linux, Windows, etc., le reste de mon environnement. Et ça, derrière, on a tous les outils qu'on a traditionnels. Donc, par exemple, pour le stockage, vous pouvez utiliser vSAN, VMFS, NFS, et vous avez les mêmes interfaces d'administration, donc vCenter. Il y a un petit plugin à rajouter pour voir le truc. Je prendrai les questions à la fin, je pense. Ce sera plus simple, sinon je vais prendre un peu de temps. Donc, comment ça se passe? Donc, vous avez vous avez ce qu'ils appellent la Vic Machine, c'est ce qui va vous permettre de créer la Team API dans lequel vous allez pouvoir vous connecter. Donc, vous téléchargez ça sous Windows ou sous Linux. Vous faites Vic-machine-linux, create. Ensuite, vous avez tout un tas d'options. Donc là, typiquement, on va dire sur quel réseau on va utiliser. Donc, vous avez un réseau back-end, front-end, etc. Où est-ce que vous allez stocker vos machines, vos containers? Donc là, il le stocke sur une data store qui s'appelle EasyLon NFS 01. Et ensuite, on se connecte à notre serveur vCenter. Donc là, c'est le login et le mot de passe qui vont nous permettre de nous connecter. Et enfin, on dit sur quel cluster vSphere vous voulez le connecter. Donc là, on va se connecter sur le data center qui s'appelle Management et sur le cluster qui s'appelle Corp-RP. Donc ça dure 2-3 minutes. Il nous crée notre environnement. Donc voilà, blablabla. À la fin, on trouve un docker-h, et c'est ça que vous allez pouvoir communiquer à vos développeurs. Et donc, ils vont devoir taper ça dans leur interface d'administration traditionnelle, docker-h, l'adresse IP donc de ma vSphere Integrated Console. Et ensuite, une fois qu'ils seront connectés, eh ben, ils auront l'impression d'être sur Docker. Donc, ils vont pouvoir faire, par exemple, run IT Ubuntu Bash. Donc là, il va aller démarrer un container Ubuntu à l'intérieur de mon VIC. Et ensuite, on se retrouve à l'intérieur de mon container. Donc, comment ça se passe dans vSphere? C'est là où c'est intéressant. Donc là, on retrouve mon data center. Pardon, ici, mon data center, mon cluster. Ici, on va retrouver mon fameux resource pool, donc que j'ai appelé Virtual Container Host. À l'intérieur, je vais avoir Virtual Container Host, ici. Donc ça, c'est la machine qui va tenir l'adresse IP. C'est la machine virtuelle qui va tenir l'adresse IP sur laquelle vous allez envoyer vos commandes Docker. OK? Et ça, là, c'est un container que j'ai créé. Donc le container, on va retrouver l'ID du container ici. On va le retrouver qui va apparaître dans notre source pool, donc il va être limité par notre source pool. Et je vais retrouver exactement comme d'habitude qu'une machine virtuelle, combien il consomme d'espace disque dur, combien il consomme de CPU, combien on a de cœur, combien on a de mémoire vive, etc., etc. Et je vais retrouver la même chose que d'habitude dans Monitor. Je vais pouvoir avoir l'utilisation de CPU dans le temps, de mémoire, etc., etc. Je passe au problème numéro 4. Donc maintenant, nos développeurs, ils ont vSphere Integrated Container, ils peuvent mettre des développements, etc. Ils peuvent créer leur machine virtuelle. Nous, j'ai la visibilité, mais on a un petit souci, c'est comment on peut avoir comme outil d'orchestration pour déployer des conteneurs dans vSphere Integrated Container. Parce que donc, si jamais l'utilisateur veut avoir autre chose que de taper Docker H et puis démarrer des machines virtuelles, enfin des conteneurs virtualisés à l'intérieur de notre système, qu'est-ce qu'on a comme disponible? Donc, et ils veulent utiliser aussi le Project Arbor, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, quelles sont mes options en tant qu'administrateur? Eh bien, on a un 4e projet qui s'appelle Admiral. Et Admiral, c'est une console d'orchestration rapide qui nous permet de déployer toujours au format doc
et qui nous permet d'avoir une interface d'administration web dans laquelle je vais pouvoir enregistrer tous mes VIC machines et dans lequel ensuite je vais pouvoir déployer mes machines, enfin mes containers. Donc Admiral, c'est une interface web. Donc là, quand vous êtes connecté la première fois, ben, vous rajoutez vos différents VIC, nos différents serveurs. Une fois qu'on les a rajoutés, eh ben, on va pouvoir voir nos différents containers, combien il y a de ressources utilisées, combien ils hébergent de containers, combien de CPU. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on va avoir une intégration avec Arbor, que vous retrouvez ici, qui va nous permettre d'aller récupérer dans les repositories nos différents éléments. Donc là, on retrouve ici un projet qui a été récupéré, je crois que je l'ai dit, voilà. Donc là, on retrouve des projets, des déploiements qui ont été faits à travers Arbor. Donc là, on voit l'adresse IP de Arbor ici. Et puis là, un dernier déploiement qui a été fait directement depuis le Docker Hub. Donc on voit l'accès au GitHub. Donc problème numéro 5. Donc maintenant, nos administrateurs, ils utilisent vSphere Integrated, Admiral et Arbor. Ils ont la couche complète. Mais on aimerait leur donner de la haute disponibilité. Donc par les règles de stockage persistant. Donc quelles sont mes options en tant qu'administrateur VMware? Eh bien en fait, dans VMware, vous pouvez rajouter une petite fonctionnalité supplémentaire qui va nous permettre de créer des règles de sécurité d'accès au stockage directement. Et donc on a un petit astuce supplémentaire qui nous permet d'avoir accès aux containers et accès au stockage. Problème numéro 6. Maintenant, mes développeurs, ils sont contents, ils ont tout ça, mais ils m'ont demandé Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est bien, mais Kubernetes, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ton truc? Du coup, qu'est-ce que c'est? Je fais une petite recherche sur Google. Bon, alors, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en sait ce que c'est, en ayant vu les présentations. Mais Kubernetes, qu'est-ce que c'est? C'est donc une application qui nous permet un petit peu comme ce qu'a présenté Valentin juste avant, comme Swarm, qui va nous permettre d'orchestrer nos déploiements, le scaling et l'automatisation, c'est-à-dire la haute disponibilité de l'application. Donc, j'ai des développeurs, eux, ils ont l'habitude dans leur ancienne société d'avoir eu Kubernetes. Et donc, dans Kubernetes, ils aimeraient bien pouvoir avoir la même chose à l'intérieur de l'entreprise et pouvoir s'y connecter et travailler de la même façon. Donc, ça semble compliqué. Et qu'est-ce que vSphere nous propose? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kubernetes, depuis la version 1.4.5, eh ben, elle est directement compatible avec vSphere et VIC. Donc directement, vous pouvez télécharger soit la version K8S de Kubernetes, qui est nativement est capable de communiquer avec vSphere Integrated Container, avec ce qu'on a vu avant. Ou sinon, deuxième chose, c'est que VMware propose directement une machine virtuelle au format OVA, que vous allez pouvoir déployer dans votre infrastructure comme des VM et qui contient déjà Kubernetes préinstallé, donc OS, applications, etc., etc. Donc derrière, c'est une image Debian, mais vous pouvez le télécharger et directement le déployer comme n'importe quelle machine virtuelle. Donc c'est de la même façon que vous allez pouvoir la déployer. Et ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Donc on va avoir Kubernetes en mode command line. Derrière, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelques machines virtuelles, donc 4 à 5 machines virtuelles. Et on va avoir l'interface de Kubernetes qui va nous permettre d'administrer l'ensemble de notre infrastructure. Donc là, on est content. Mais le souci, c'est que maintenant, nos développeurs, ils n'ont pas tous de la même société. Et il y en a qui aiment bien Kubernetes, mais il y en a d'autres qui préfèrent Mesos et Marathon. Puis il y en a d'autres qui préfèrent Pivotal Clumsy Foundry, donc PCF. PCF, de ce que j'ai compris, j'ai pas vraiment encore regardé trop ce que c'était, mais c'est un orchestrateur qui est pour les entreprises, donc qui est payant et qui nous permet d'administrer à la fois des infrastructures de virtualisation et des infrastructures de containers, mais aussi l'orchestration et par exemple tout ce qui est réseau overlay, software defined network, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a un gros accord entre VMware et Pivotal qui commence à déployer des choses. Et d'autres veulent utiliser Docker Swarm, comme l'a présenté Valentin. Donc nous, c'est sympa, mais ça va nous indiquer d'avoir plusieurs choses à déployer. Donc qu'est-ce que me propose VMware? Donc pour le moment, VMware n'est pas capable de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Bon, on propose quelques réponses là-dessus. Donc on a maintenant une nouvelle infrastructure qui est Photon. Donc Photon, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, comme un serveur ESX qui est capable d'héberger des machines virtuelles. Et avec Vic, on a vu aussi des containers. Photon, lui c'est comme un serveur ESX, mais qui n'est capable d'héberger que des containers. Donc c'est un micro OS
qui est gratuit, que vous allez pouvoir installer soit directement dans une machine virtuelle, soit directement sur du matériel physique, et qui va nous permettre d'héberger des containers. Du coup, dans cette plateforme, vous n'avez plus besoin de serveurs vSphere et vCenter, donc ça peut poser quelques problématiques. Donc, Photon, c'est ce qu'ils appellent un ESXi pour un hyperviseur de conteneurs. Dans Photon Controller, ensuite, donc Photon, c'est la machine qui va héberger nos contrôleurs. Photon Controller, c'est le machine virtuelle qui va nous permettre d'administrer l'ensemble de nos Photon machines. Donc, c'est un petit peu le Swarm Master que nous a présenté Valentin juste avant. Et ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir créer des VM Docker qui vont nous héberger nos différents conteneurs. Donc, une fois qu'on aura ce modèle-là, donc on va avoir des serveurs ESX. Donc, les serveurs ESX M, ce sont ceux qui vont être capables d'héberger des machines virtuelles. D'accord. Dans ces machines virtuelles, je vais pouvoir déployer mes photons contrôleurs qui seront au format machine virtuelle. Et les ESXi qui contiennent le petit c, ce sont ceux qui vont nous être capables d'héberger des containers. Donc, vous allez devoir, au point de vue licence, avoir que des licences sur les serveurs ESX qui hébergent des machines virtuelles, sachant que l'ensemble des serveurs ESXi qui hébergent que des containers sont sur licence open. Donc ensuite, dessus, ça, vous allez pouvoir créer des environnements, ce qu'ils appellent des tenantes. Donc ça va être des sous-clients, on va dire. Donc vous allez pouvoir déployer comme ça, par exemple, 3 sous-clients que vous allez pouvoir donner à vos développeurs. Et nos développeurs vont pouvoir déployer ensuite, pour le tenant 1, par exemple, une interface d'orchestration avec Mesosphere et Kubernetes. Pour le tenant 2, que Docker Swarm. Et pour le tenant C, on va pouvoir déployer, par exemple, Mesosphere, Pivotal et Kubernetes. Donc certaines vont être déployées sur des machines virtuelles directement sur ESXi et d'autres. Et le reste des conteneurs vont être hébergés sur les ESXi avec le petit c pour dire qu'ils hébergent des conteneurs. Donc ensuite, dans les tenantes, vous pouvez recréer des sous-ressources à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on fait d'habitude en virtualisation. Et ensuite, nos projets qui vont héberger nos conteneurs. Donc certains vont pouvoir héberger Kubernetes et d'autres choses. Donc on supporte Pivotal Foundry depuis mars 2016 dans cette infrastructure. Kubernetes, il a été annoncé comme disponible au VMware World 2016, donc l'an dernier. Donc je crois que c'est octobre 2016 pour Kubernetes. Et pour ce qui est Mesos et Docker Swarm, c'est en cours de déploiement. Logiquement, ça devrait être disponible avant la fin de l'été métropolitain. Donc c'est en cours d'être disponible. Donc Photon Platform, qu'est-ce que c'est? C'est une infrastructure globale fait pour administrer des milliers de serveurs qui vont héberger des milliers de containers. Donc d'habitude, comment ça se passe? On commence par créer un cluster vSphere qui va nous permettre d'héberger nos machines virtuelles, qui vont nous permettre d'auto-déployer notre infrastructure. Donc on va déployer nos OVA, qui vont être nos contrôleurs, qui vont déjà être capables aussi, eux, d'avoir quelques conteneurs d'héberger à l'intérieur. Ensuite, on va avoir une appli, une CLI ou une interface utilisateur qui va nous permettre d'administrer tout ça. J'ai une capture d'écran après là-dessus. Donc dessus, on va pouvoir créer nos différents projets Photon. Donc voici l'interface graphique qui nous permet d'administrer tous nos tenantes. Et ensuite, sur mon infrastructure cloud, donc je vais créer des nouveaux serveurs vSphere. Donc ce coup-ci, des serveurs vSphere de type Photon, qui vont pouvoir être pilotés et disponibles pour nos différents développeurs par des interfaces Pivotal, Kubernetes, Mesos, Swarm, etc. Donc mes fameuses API, qui vont être capables d'héberger des machines virtuelles et des containers. Alors, soit ici, j'utilise que des serveurs vSphere qui vont héberger que des machines virtuelles et des containers avec VIC, ou soit j'utilise des serveurs vSphere qui vont héberger, donc au format Photon, qui vont héberger que des containers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est ultra scalable, parce que dans l'autre infrastructure, sans utiliser ça, en utilisant les photons tenantes, les photons contrôleurs, etc., on peut dépasser les limites habituelles du serveur ESX, qui est un cluster de 64 nœuds seulement. Donc avec cette infrastructure, on peut dépasser ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la cible calédonienne, mais bref, on peut aller plus loin. Donc Photon UI, c'est donc une interface d'administration web qui nous permet de gérer tous nos tenantes. Donc on va voir comme ça tous nos accès. Donc ici notre infrastructure, ici nos tenantes, nos différentes ressources tickets, donc nos différentes demandes, et enfin nos différents projets, donc qui peuvent être des machines virtuelles et des containers.
Donc on a quelque chose d'unifié. Kubernetes là-dessus, c'est l'interface qu'on va donner aux développeurs et qui eux vont pouvoir comme ça déployer leurs containers directement hébergés sur notre infrastructure. Donc là-dessus, donc Marathon, c'est, je crois que ça va avec Swarm. Enfin, je suis plus très sûr de ça, mais c'est une autre interface qui nous permet d'avoir tout ça. Donc ça simplifie l'administration du framework avec ses différents éléments. Donc tout ça a été annoncé l'an dernier. Donc on est sur quelque chose qui a un temps de vie d'une petite année maintenant, donc ça reste assez jeune. Donc après, nos tenantes et nos différents utilisateurs, que ce soit des tenantes internes ou des tenantes sur le cloud, ont accès à des API, des CLI et une interface graphique qui nous permettent de déployer nos différents containers. Voilà. Donc j'ai mon problème numéro 8 maintenant. Donc j'ai une plateforme Photon déployée, j'ai de nombreux serveurs SXI, mais j'ai pas de vSphere. Donc vSphere dans le sens où j'ai pas de licence vCenter, donc je suis pas un client VMware, mais pourtant je vais utiliser tout ça. J'ai mes développeurs qui utilisent Kubernetes, Mesos, Pivotal, Foundry, Docker Swarm, enfin bref, ils ont un peu de tout. Et je dois fournir une solution de stockage hautement disponible pour administrer tout ça. Donc là, je pense que vous l'avez vu déjà. Donc, comme propose VMware, aujourd'hui, donc c'est l'équivalent de ce que nous a présenté tout à l'heure Valentin sur le cluster FS. Donc comment aujourd'hui je peux mettre dans tous mes serveurs vSphere un petit peu de disque dur, agréger l'ensemble de cet espace de stockage pour le faire apparaître comme unique data store et avoir de la haute disponibilité là-dedans. Donc une approche qu'on dit Software Defined Storage là-dessus. Le problème, c'est que chez VMware, on a un produit qui fait ça, qui s'appelle vSAN. Mais vSAN, pour pouvoir l'administrer et pour pouvoir le configurer, on a besoin d'un serveur vCenter. Sauf que là, comme j'ai 0 licence, j'ai pas d'accès à l'interface d'administration de vSAN. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un petit outil en Ruby vSphere, Ruby vSphere commande, qui nous permet de configurer vSAN. Donc pour le moment, ça se fait qu'en command line, ce qui est un petit peu compliqué. Mais a priori, bientôt, on aura une interface graphique qui nous permettra d'administrer ça sans passer par vCenter. Donc problème numéro 9. Donc maintenant, j'ai de nombreuses applications Cloud Native Apps, donc des conteneurs, et qui sont développés, enfin qui sont pour mes développeurs. Donc le problème numéro 9, en fait, pour faire court, c'est je vous ai présenté plein de solutions. Maintenant, laquelle faudrait choisir? Quelle serait est-ce qu'on part vers du vSphere intégrated de containers avec des Docker volumes, ou est-ce qu'on part vers une infrastructure Photon directement? La réponse est assez simple. Donc ça, c'est toutes les solutions que j'ai disponibles aujourd'hui. Quelle est ma meilleure option? En fait, l'option, elle est très dépendante de ce que vous voulez faire. En gros, c'est si vous êtes limité par les ressources des 64 nœuds dans vSphere, vous n'avez pas le choix, il faut passer sur Photon Plateforme et donc aller sur une plateforme qui est beaucoup plus scalable. Sinon, aujourd'hui, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez, je pense, pour les Docker Volume Driver et les vSphere Integrated Container avec Admiral et Arbor, qui peut permettre, dans un premier temps, à nous, administrateurs système et de l'infrastructure, d'être capable d'héberger des containers et d'avoir un peu plus de visibilité que de donner des machines Linux à nos développeurs qui, derrière, peuvent faire du Docker et créer autant de containers qu'ils veulent derrière sans qu'on ait vraiment une visibilité de tout ça. Donc en gros, vous avez deux options. Soit on passe sur un serveur vCenter, donc on est sous format de licence. On va être capable comme ça d'héberger soit des machines virtuelles avec Docker et Docker Volume, donc qui va nous répondre à une première problématique des containers stateless, soit vSphere Integrated Container qui va nous permettre de déployer des containers directement sur notre infrastructure. Sinon, l'autre solution, c'est de passer sur Photon Controller, donc à qui on va donner ensuite une interface Mesos Kubernetes à nos différents administrateurs. Derrière, on va avoir que des serveurs Photon, donc c'est des ESXi limités à héberger des containers. Et avec vSAN, on peut héberger comme ça l'ensemble du stockage de façon redondante. Voilà. Pour répondre rapidement aux 9 problématiques qu'on a identifiées chez VMware. Alors je sais que ça fait un peu dense, on a beaucoup de solutions. Maintenant, je crois qu'aux présentations Docker, on est habitué à ce que ça soit assez dense. Tu l'as déjà implémenté Alors chez Syscom, oui, on a une solution. Alors j'ai pas implémenté de Photon, etc. Mais on a du Docker Volume et du vSphere Integrated Container avec Admiral et Arbor. Donc j'ai fait la solution, je pense qu'on va le plus retrouver en Calédonie.
Maintenant, j'ai lancé 2-3 containers, etc. Mais enfin, la production dessus, je ne sais pas en faire et j'ai pas de clients encore qui sont partis là-dessus. Donc j'ai pas de réel retour d'expérience utilisateur en prod ou en pré-prod, des gens qui se posent la question là-dessus. Enfin, c'est juste pour voir l'interface en fait. Comment Vic gère le retour des conteneurs pour que ce soit visible pour, enfin, pour les admins système, tout ça. Ce qui manque à l'heure actuelle, effectivement, c'est ce qui est à l'intérieur. Non, on ne sait pas, c'est une boîte noire. Alors si tu veux, Jonas, je peux te le présenter déjà. Il n'y a Ok. pas de problème. J'ai la vue, mais c'est essentiellement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je reviens dessus. Voilà, donc là, grosso modo, hop. Dès que je crée ma Vic Machine, comme je l'ai montré juste avant, en fait, la Vic Machine qui est là, hop, pardon. Donc là, la Vic Machine, là, le computer ressource, c'est mon data center, et là, c'est mon cluster, d'accord? Ça, c'est le login de mon serveur vCenter. Donc, il demande le mot de passe, ou non, là, il y est. Là, c'est où est-ce que je vais stocker mon Vic, donc c'est-à-dire tous mes conteneurs que je vais démarrer, quand je vais donner mon Docker H, -H à mes développeurs, dès qu'ils vont créer des nouveaux containers, ça va être déposé sur cet espace de stockage. Et là, ça va être quel est le réseau qui va être utilisé par défaut. Ensuite, là, il déploie la machine. Donc là, bon, il déploie la machine en utilisant du DHCP, donc il va utiliser une adresse IP automatique, mais il y a tout un tas d'options pour pouvoir tuner tout ça. Hein. Donc, tu as beaucoup plus d'options. Là, c'est vraiment les options minimum qui vous permettent de faire ça. Une fois que tu as fait ça, ça t'a créé automatiquement ce que je vous montre juste après, ceci. D'accord? C'est-à-dire qu'il va avoir créé sur ton cluster VMware avec tous tes serveurs ESX ici. Là, c'est ton ressource pool, et c'est là où tu limites tes ressources. Et ça, c'est ce qui va t'avoir créé. Donc, si je clique dessus, ici, l'adresse IP, ça sera celle qu'on aurait vue ici dans le Docker H 10 27 51 18. Ça aurait été cette adresse IP qu'on voit là. Une fois que tu t'es connecté là et qu'il a lancé son Ubuntu, eh ben, ça a créé le conteneur qu'on voit apparaître comme une machine virtuelle ici. Et donc, avec ça, tu as tous les fichiers de log que tu es habitué à avoir avec des machines virtuelles traditionnelles. Et si le client ici, enfin, si le développeur déploie 50 containers, eh ben, dans ce resource pool, on aura ce container d'administration, d'accord, qui contient l'API, plus 50 machines virtuelles qui seront mes 50 containers, qui vont apparaître comme des machines virtuelles, mais qui sont en réalité que des containers. Voilà. Et alors, ensuite, on a un petit plugin qu'on peut rajouter sur le vCenter qui va te permettre ici, dans l'interface que tu connais ici, on va avoir un petit espace dans lequel on aura les détails du container. Okay. Voilà. Mais bon, ça marche bien, hein. C'est très facile à installer. Le VIC, ça doit faire 250 mégaoctets. Tu le télécharges, tu lances une ligne de commande et c'est installé. Et tu peux en lancer autant que tu veux. Ok, merci. You're welcome. Par exemple, à l'OPT, on a beaucoup de mal en fait par rapport à Docker de faire le choix en fait de passer sur Docker, notamment pour l'aspect sécurité, pour savoir ce qu'il y a en fait dans les conteneurs et savoir notamment comment faire le suivi des mises à jour de sécurité, savoir quelle version a été installée, ce genre de choses. Je ne sais pas si notamment les outils comme Project Arbor sont capables de faire des audits de sécurité de ce qu'il y a dans les conteneurs en fait. Alors là, je ne sais pas trop pour ce point-là. Dans le projet Arbor, on peut avoir plusieurs versions, des différentes versions de code qu'on a. Donc, il est capable de stocker plusieurs releases, avec des releases qu'on peut rendre disponibles à tout le monde ou qu'on peut ne pas rendre disponibles à tout le monde. Par contre, au point de vue audit sécurité, je ne suis pas sûr que ça réponde vraiment à la problématique là-dessus. C'est vraiment, quand on dit sécurité dans le Project Arbor, en fait, c'est une sécurité à l'accès à la donnée qui a été déployée, enfin, à l'accès à la donnée qu'a fait les développeurs.
Après, au point de vue sécurité, ce que peut vous imposer, par exemple, plus au point de vue réseau, pas forcément ce qui est en version dans nos machines virtuelles ou dans nos containers, mais plus au point de vue réseau, on peut utiliser NSX, qui est la solution qui nous permet de faire de la virtualisation de réseau. Et dans NSX, avec la virtualisation de réseau, on peut mettre un firewall qui est unifié, c'est-à-dire qu'il y a une interface d'administration unique de tous nos serveurs, de tous nos containers, en mettant un genre de firewall distribué devant chaque container. Et donc voir par contre tout ce qui se passe, créer des règles de firewall de façon centralisée. Au lieu d'avoir à créer du firewall dans chaque container, dans chaque machine virtuelle Linux, comme on l'a vu tout à l'heure avec Valentin qui a désactivé le firewall pour pouvoir déployer ses containers dans la machine. Donc nous, de base, on n'en a pas dans Photon de firewall d'installer, ni dans VIC, mais par contre, on peut aller créer dans les distributed virtual switch directement des firewalls qui peuvent nous permettre de savoir exactement le flux qui passe vers nos machines virtuelles, d'auditer au point de vue réseau, c'est-à-dire de sortir un syslog ou quelque chose qui nous dit tous les paquets qui rentrent et qui sortent vers les containers et vers ces adresses IP. C'est une bonne question, je sais pas. Je sais pas. Au point de vue sauvegarde, non, j'ai pas vu. Alors après, bon, normalement, des conteneurs, c'est censé être stateless, donc t'as pas censé avoir de données dedans, donc t'es pas censé vraiment avoir besoin de les télécharger. Ce qui serait bien de savoir, c'est ce que Vim est capable de sauvegarder les Docker volumes, les fichiers VMDK. Bonne question. Je l'ai pas. En tout cas, j'ai pas vu de choses qui en parlaient. Alors, ouais, le container que tu vois là, donc le virtual container host et le container que tu vois en haut, on peut le déplacer en vMotion, ouais. Donc, comme tout à l'heure, Valentin, il a été un serveur et on a vu que les containers se recréaient à côté. Donc, bon, bah, là, c'est par l'orchestrateur qui ne fait pas partie de Vic et de Admiral et d'Arbor là-dessus. Néanmoins, si par exemple, vous savez que vous avez une maintenance à faire sur votre serveur ESX, donc vous allez devoir l'éteindre, rajouter de la RAM ou mettre à jour des firmware, je ne sais pas, eh ben, on peut mettre le serveur en mode maintenance et auquel cas, il déplace l'ensemble des machines virtuelles et aussi des containers sur l'ensemble des serveurs ESX qui sont encore disponibles. Donc ça fonctionne avec DRS. Donc DRS, c'est lui qui va nous permettre d'essayer d'équilibrer la charge CPU et mémoire vive de tous nos serveurs. Donc ouais, ça fonctionne. Non, Photon, non. Là-dessus, on reste sur le fait qu'il va y avoir un orchestrateur et qui va redémarrer les VM à côté. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est la renommer. Il ne faut pas la renommer. Parce que l'ID qu'il y a là dans la VM est important et c'est ce qui lui permet de faire le lien entre VIC et ça. Voilà. Donc bon, bah tout ça, ça reste quand même assez jeune pour VMware. Il y a une grosse équipe, hein, Cloud Native Apps, c'était un des éléments majeurs dont ils ont parlé au VMware World de l'an dernier, donc leur grande messe, on va dire. Et donc ils ont quand même pas mal parlé de tout ce qui est ces applications, donc pour eux ça reste quelque chose d'important et on n'est pas sur des projets, je pense, qui démarrent et qui vont être abandonnés, etc. C'est quelque chose qui va être de plus en plus intégré dans vSphere et intégré dans les outils que vous utilisez de tous les jours, qui va sans doute être amélioré pour que vous puissiez de façon unifiée administrer vos VM et vos containers comme si c'était la même chose, quoi. C'est la philosophie, c'est ça, hein, c'est vraiment de simplifier. Et puis que vous n'ayez pas deux plateformes à gérer, une plateforme d'hébergement des containers et une plateforme d'hébergement de VM, ou qu'on ne se retrouve pas à avoir nos containers qui sont containerisés dans une VM, donc avec une double couche d'abstraction, ce qui est un peu dommage. Voilà. Merci.